Sì, elle a 400 ans, mais comment... Et 10 ans plus tard, Louis XIV décide qu'il faut éradiquer les vagabonds, les mendiants, les chômeurs, enfin, tous ceux qui encombrent la vue de Monsieur Louis XIV et ses amis. Donc à cette époque, on se dit qu'il faut loger les prostituées, en tout cas débarrasser les rues. Les prostituées? Tu non sai infatti che cosa sono le prostitute. Allora, le prostitute sono quelle donne che vanno a letto con gli uomini e lo so, si fanno pagare per andarci, hai capito? يغصب النهار بتاعه الليله ما نعرفش عن الحاجه ما فيها عارف يغصب النهار الليله كي يرجعوا عجلهم فهمتني؟ اوكي؟ Bon, alors ce fameux chanoine achète la maison qui était en haut de la butte. Ah, perdu le truc. Bon, ben, 10 ans plus tard, c'est rigolo, je lui tourne la page. Pas insulté. Et 10 ans plus tard, Louis XIV décide qu'il faut éradiquer aussi les vagabonds, les mendiants, les chômeurs, enfin tous ceux qui encombrent sa vie. Il décide d'enfermer tout ce monde-là. C'est une riche idée du XVIIe siècle, le grand enfermement. La vieille charité habitait déjà le pauvre monde, mais pour les prostituées, enfin, toutes les filles qui gênaient, ça tombait bien, on venait juste d'acquérir la faute grande maison. C'était le début du refuge. Les filles qui gênaient. Tu crois que je gêne moi? Alors, en tout cas, là, tu me gênes. Au départ, c'était tout petit, mais après, il y avait 213 cellules. La tranquillité publique, la gloire de Dieu et le repos de Sa Majesté étaient enfin assurés. On me disait vraiment ça? Mais oui, c'est pas elle qui invente, on disait vraiment comme ça. Alors, à cette époque-là, on veut enfermer les filles qui se prostituent. Mais on n'a pas toujours eu cette idée-là. Tu crois qu'on peut m'enfermer moi? T'es prostituée, toi? Mais alors, ferme-la. Parce qu'avant, à Marseille, on ne les enfermait pas, mais on pouvait couper le nez, les oreilles, des femmes qu'on trouvait avec les soldats. Et aux soldats, on leur coupait quoi? Notre refuge avait de fermer les portes et les fenêtres. Voilà. Oui, mais c'était des hypocrites. Bien, alors la prostitution, elle est toujours bon pain. La misère était grande et les jeunes filles étaient prêtes à vendre leur corps contre un morceau de pain. Oui, combien de jeunes filles se sont laissées entraîner là par des souteneurs qui leur promettaient un boulot à la ville pour sortir de leur misère. C'est quoi un souteneur? Bon, c'est comme un proxénète. Et c'est quoi un proxénète? C'est un mec qui fait travailler les filles, qui prend tout leur pognon. Oui, mais c'est quoi comme travail? Ben, c'est des femmes qui couchent avec des mecs. Ah super! On payait pour faire des siestes, c'est génial ça! Oui, mais faire la sieste avec des hommes. Tu n'as rien compris. Avec des hommes. Et à l'époque, il y en avait autour du port. Les bagnacs, les marins, les galériens. Vous imaginez le nombre d'hommes seuls? De l'argent facile pour tous les souteneurs qui traquaient les filles. Comme les rapaces leur proie. Une manne. Una mano? Non capisco. Une manne, c'est de l'argent facile, de l'argent qui tombe du ciel. Alors, à la Révolution, on décide qu'il ne faut plus essayer de contrôler la prostitution. Maintenant, il faut la canaliser, l'organiser, c'est tout. Et il n'était pas sûr du tout que les femmes y aient gagné quelque chose. Je vous le dis. Sans compter que les dames de la Providence obtenaient facilement des subventions.
Avec ça, elle pouvait ouvrir de nouveau des maisons destinées aux femmes, aux filles perdues. Il suffit pour cela de brandir le spectre du danger. Les femmes écartées de leur famille, les filles prostituées, les filles perdues. Tout cela contribuait à constituer un danger pour toute la vie. Tu crois que je suis une fille perdue? Pourquoi tu dis ça? Parce qu'un jour, je me suis perdue dans la rue. Puis récemment, on décide de les renfermer dans un quartier réservé, avec visite gynéco, une carte déclarée à la police, des taxes. Enfin, les putains au bordel, les femmes au foyer. Oh, elle en dit des gros mots, Canin. T'aimes pas bordel? Mais non, Claude, ça te plaît mieux? Oui. Et pourtant, c'est pareil, hein? Alors, Marthe Richard, une ancienne prostituée, décide de fermer les maisons closes. C'est pour cela qu'à la mort de son mari, on l'a appelée la veuve qui clôt. La veuve qui clôt? Bah, moi je sais. En Tunisie, on a déjà ça. Tu sais, les filles qui travaillent dedans, dans leur carte d'identité, là où il y a le métier, ça s'écrit dans le dictionnaire de l'État. Et aujourd'hui, on va même pénaliser les clients. Faut suivre, on voit bien dit, hein. Mais revenons à nos brebis égarées. Oui, une des raisons pour lesquelles on les enfermait, ces brebis, c'est qu'on pensait que la peste ou toute autre catastrophe qui arrivait dans la ville, c'était parce que les femmes ne se conformaient pas aux bonnes mœurs. Une punition divine en quelque sorte. Voilà une riche idée. La peste qui s'est abattue sur Marseille, ce n'est pas à cause des rats du Grand Saint-Antoine, mais non, bien sûr, c'est à cause des femmes. Quel Saint-Antoine? C'est celui qui est près du Grand Littoral, c'est ça? Mais il y a des rats, c'est un Grand Littoral. Bon, il y a des rats partout à Marseille, hein. Mais le rat, ça donne des maladies. Ben, le Saint-Antoine, c'était un voilier qui revenait d'Orient avec une cargaison d'étoffes précieuses et de tapis. Ça représentait beaucoup d'argent. Mais c'est là que se trouvait le plus du rat noir, qui transmettait la maladie, la peste. Et le capitaine, malgré plusieurs marins qui étaient tombés malades, au Frioul, il avait été obligé de se mettre en quarantaine. Et ben, il a réussi à soudoyer son entrée dans le port et la peste s'est propagée rapidement. Elle a fait 120 000 victimes dans la Provence. Mais à Marseille, la rumeur disait que c'était à cause des femmes. Et elles n'étaient pas assez sages et voilà, punition divine. Tu crois qu'on a été assez sages? Toi? Pas de tout, toi. En fait, exactement. Plus tard au XVIIIe siècle, on se dit même que pour se protéger de la vengeance divine, il faudrait aussi enfermer les fous, les mendiants, les bohémiens, les Turcs, les galériens, les huguenots et même les bandes d'enfants. C'est tout? Et les Italiennes? Oh, les Italiennes dans les paniers, ça viendra, mais c'est plus tard. Oui, c'est bien beau tout ça, mais c'est impossible. Comment vous voulez faire? Dans les rues, il y a toujours qui traînent des enfants perdus, des mendiants poursuivis par les chasseurs de gueux, des vagabonds qui cherchent du travail, des prostituées, et les gens passent. Hein, Eh ben, la rue, c'est toujours le refuge pour les plus démunis. C'est ça. Il faut vous dire aussi, je ne sais pas si tout le monde le sait ça, mais à l'époque, on faisait dans la rue, on pouvait faire l'amour dans la rue, sur le trottoir, on se cachait un peu dans les coins sombres, mais voilà, et on faisait ça, pas seulement dans la rue pavée d'amour. Expliquez à Fatia qu'est-ce que c'est les pavés d'amour, parce qu'elle ne sait pas. Moi, je ne connais pas non plus, mais on va demander à Annie. Le pavé d'amour, comme dit son nom, elle était habitée par les prostituées. C'était un peu leur quartier général. Si on cherchait une prostituée, ben on n'avait qu'à aller là.
Et ma foi, elle faisait ça sur le pavé, souvent. C'est pour ça qu'on a nommé cette rue Pavé d'amour. Et vous savez, c'est quoi qui a mis fin à tout ça? Il y avait une idée lumineuse, une super idée. Vous avez une idée? Non. Alors, une idée lumineuse, c'est l'éclairage public qui fait partir l'insécurité, prostitution, pavé d'amour, fini. Ben, c'est vrai. D'ailleurs, les quartiers chauds comme les Moulins ou les Carmes restent sombres encore longtemps. Dans notre refuge, très vite, il n'y a pas eu que des prostituées. En fait, il y avait deux catégories de prisonnières dans cette retraite contre le vice. Elle n'invente pas. C'est vraiment comme ça. Écoutez bien, à part les prostituées, il y avait les dissidentes. Alors ça voulait dire les femmes en concubinage, les jeunes filles naïves. Ça veut dire quoi, une jeune fille naïve? Une jeune fille qui se laisse embobiner par un homme et qui tombe enceinte, par exemple. Une fille qui a fauté. C'est vrai que si une fille est enceinte, il n'y a qu'elle qui est mise au bord de la société. C'est bizarre. Parce que moi, je croyais qu'il fallait 2%. On va comprendre, hein. Par exemple, il n'était pas rare que les gavottes... C'est quoi une gavotte? Ben, une gavotte, c'est une jeune fille originaire des Alpes. Beaucoup descendaient à Marseille, placés chez les bourgeois pour y travailler. Eh bien, il n'était pas très rare que ces pauvres jeunes filles tombent enceintes. Je vous laisse imaginer dans quelles conditions. Pourquoi dit-on tomber enceinte? J'étais petite, j'ai jamais compris. Moi, quand je tombais, je me faisais une bosse au front. C'était comme ça. À l'époque, on enfermait aussi les femmes écartées de leur famille, par exemple pour raison d'héritage, ou sous tout autre prétexte sordide. Et puis aussi, simplement pour les femmes adultères. Les femmes adultères, ça aussi c'est bizarre, hein. On n'a jamais eu idée de faire un couvent pour les hommes adultères. Alors, tu fais bien de parler de couvent. Parce que figure-toi que ces femmes, quand elles rentraient au couvent du refuge, elles étaient obligées de prendre le voile. Et c'était des religieuses qui les surveillaient. Et vous savez comment elle rentrait là-dedans? C'était très simple. Sur simple dénonciation de n'importe qui. Une simple dénonciation et elle était immédiatement emprisonnée. Il y avait ensuite un simulacre d'enquête et de procédure. Et un greffier venait annoncer à la malheureuse qu'elle allait rester derrière les barreaux pour 10 ans ou pour toute sa vie. Et on peut noter que c'est souvent le père, ou le fils, ou le mari même, qui a fait rentrer cette pauvre fille là-dedans. Alors, évidemment, ils expliquent dans de longues lettres qu'ils sont dans une souffrance extrême de devoir assurer le salut de la dénoncée, que c'est avec regret et des larmes dans les yeux qu'ils déposent pour éviter le déshonneur. Des pourris, quoi. À propos de déshonneur, on disait que les filles qui rentraient par la rue du déshonneur. Et quand elles sortaient, pour celles qui sortaient, c'était la rue des repentis. Ah, et les rues existent toujours. Mais aujourd'hui, la rue de déshonneur, c'est devenu la rue des honneurs. Et alors, vous pourrez le vérifier après le spectacle. Enfin, en tout cas, je vous laisse imaginer la vie qu'elles avaient là-dedans. Et pour vous donner encore une idée, qu'est-ce que c'est le refuge? Il y avait un surnom. Cette œuvre de bienfaisance s'appelait la galère des femmes. À peine arrivées, elles étaient rasées. Hop, plus de cheveux, plus de portes d'entrée pour les démons dans le corps des femmes. Il fallait sacrifier à Dieu les cordes par lesquelles le diable les tenait captives. Mais elle n'invente pas, hein? On disait vraiment comme ça. Mais comment il faisait le diable pour entrer là-dedans, pour rentrer dans les cheveux? C'est pourquoi il y a beaucoup des hommes qui sont chauves, qui n'ont plus de chevaux. Mais qui a quelque chose, Pourquoi qu'ils rentraient par les chevaux? Il va où, ce diable? Comme habit, elles avaient une robe de bure grise
et des chaussures changées tous les 3 ans. C'est quoi dur? C'est un tissu qui gratte. Un tissu pas joli du tout. Après une confession imposée pour la grande lessive de leur âme, oui, là non plus je n'invente pas, on disait vraiment comme ça. Et commençait le rythme des journées, toujours le même, souvent jusqu'à la mort. Le projet inscrit sur les lettres du roi, on les fera travailler le plus longtemps et aux ouvrages les plus pénibles que leurs forces pourront leur permettre. Debout à 4 heures d'été, 5 heures d'hiver, couché à 9 heures. La journée alternée entre messe, prière, heure bien faite. L'heure bien faite. Travail quasi non-stop. On est loin des 35 heures. Des civales, des sols, blanchisseries. Les travaux les moins pénibles étaient réservés aux repentis. La filature, la broderie, par exemple. Et elle dormait sur des planches recouvertes de paille. Mais ça doit piquer, ça. Elle souffrait du froid, de l'humidité. Et beaucoup tombaient malades. Mais qui le soignait? Personne. La nourriture était tout de même moins pénible que celle des galères. Elles avaient parfois de la viande, des œufs, mais le plus souvent c'était eau de potage épais. La vie était si dure, il y avait tout le temps des révoltés. Alors là, pas de merci. 3 solutions. Le carcan, le cachot, ou alors des coups de nerf de bœuf donnés devant tout le monde. Voilà, c'est tout. Mais c'est quoi le carcan? Le carcan, c'est quand tu es attaché à un endroit avec un énorme collier de fer, comme une chienne. Et tu sais, elles ont donné le fil à retordre. Elles ne se laissaient pas faire. Elles nous obéissaient presque tous les jours. Elles se révoltaient dès qu'elles pouvaient. Elles juraient, se battaient et chantaient des chansons païennes et paillardes. Elles juraient, se battaient, racontaient leurs aventures. Attends, c'est quoi paillard? Paillard? Oui. Avec des gros mots. Elles cachaient dans leur paillasse des cailloux. C'était des munitions contre les bonnes sœurs. Et surtout, elles étaient si dégourdies que certaines réussissaient à s'évader. Elles ont tout fait. Scier les barreaux. Faire une brèche dans la muraille. Percer les lambris et s'enfuir par le toit. Profiter de la lessive pour utiliser des rats comme corde. S'échapper par une porte que l'on a fait semblant de fermer à clé. Ligoter la tourière pour obtenir les clés. Décrocher la corde du clocher, de la cloche pour s'en servir ou s'enfuir. Et comme certaines religieuses étaient d'anciennes condamnées, quelquefois, elles les aidaient à s'évader. Sans compter qu'évidemment, il y avait des amourettes. Et oui, il y avait des amourettes. Il faut savoir que parfois les religieuses rendaient des services aux condamnés. Par exemple, elles louaient les plus jolies d'entre elles à des capitaines qui leur versaient à chacune un petit pécule. Charmant, non? Mais qui savait vraiment comment vivaient ces femmes? Qui s'inquiétait si elles avaient faim ou froid? Les bourgeois de la ville étaient tranquilles. Il y avait un endroit précis, des femmes qui sauvaient la ville. C'est tout. Tout à l'heure, on vous a dit que ces femmes, malgré tout leur malheur, aimaient chanter. Eh bien moi, je vais vous dire quelque chose, un secret. C'est que j'ai découvert que j'avais eu une ancêtre qui avait été enfermée. J'étais montée dans mon grenier et en ouvrant une malle, j'ai trouvé un sac avec un nom. C'était Rosine d'or. Et au fond de ce sac, il y avait ces maigres effets et puis un papier jauni sur lequel étaient griffonnées les paroles d'une chanson. Et certainement, c'était l'hymne des filles du refuge. Alors, si vous permettez, on va vous en présenter quelques strophes. C'est une première. On
XVIIe siècle. Du XVIIe siècle? Mais alors tu connais Denise? Non, je ne la connais pas. Bonjour Denise. Bonjour, François.